Le film nous met dans une situation d'être à la fois confortable et très inconfortable. Et je trouve que t'as vraiment réussi grâce à cette énergie scénaristique, parce que j'aimerais qu'on parle vraiment du scénario, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en tous les cas dans ton cinéma. C'est ce travail que tu fais depuis le début. Il y avait déjà dans Irréprochable un scénario, mais à tirer au couteau, lors de la sortie aussi. Et puis, en effet, dans celui-ci, là, on atteint un espèce de sommet sur les situations. Voilà. Comment tu travailles tes scénarios, enfin, comment tu écris? Bah, c'est un long travail, ça. L'écriture du scénario, ça a duré un peu plus d'un an en fait sur ce projet. Et c'est un long processus. Donc on va partir d'une situation. Alors bon, maintenant que vous avez pu voir le film, on peut en parler plus clairement du coup. Mais donc il y a eu un premier post-it, voilà, sur le bureau. Stéphane n'est pas Stéphane. Ça a commencé comme ça. Et puis après, donc moi j'avais envie de faire un film sur la famille et de la vision que j'avais de la famille. On en reparlera plus tard. On va pouvoir en parler d'ailleurs. Mais du coup, en fait, j'avais envie de faire un film sur la famille depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment. Et il y a quelques années, ma mère, quand elle avait 65 ans, a retrouvé son père biologique, qu'elle n'avait jamais connu. Et bah déjà, forcément, c'était un énorme chamboulement pour elle et pour nous. Et déjà, je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, voilà, de la découverte d'une famille. Et pour vous raconter un tout petit peu ma vie, moi, je viens de la cité des 4000 de la Courneuve, donc plutôt banlieue rouge. Et mes parents étaient des militants communistes assez chevronnés. Et si chevronnés que mon frère et moi, avec mon frère, mes parents, on va dire que quand on était petits, nous interdisaient de fréquenter des gens de droite. Et ce père que ma mère a fantasmé toute sa vie, elle rencontre cet homme qu'elle a aimé dès la première seconde. Il s'avérait que c'était un banquier plutôt très à droite et assez riche. Et je trouvais que voilà, moi en tous les cas, ce qu'il y a en commun dans mes films, sûrement sur une figure de transfuge de classe comme ça qui va pénétrer un milieu bourgeois un peu hostile, on va dire, et qui n'en a pas les codes. Voilà, je trouvais qu'il y avait un bon point de départ pour voilà, raconter ce que j'aime bien. Et puis après, ça a été l'écriture des personnages, de travailler progressivement sur toute leur ambiguïté, leur monstruosité, mais en même temps sans jamais les juger, et puis de trouver aussi leurs failles, de les comprendre progressivement. Donc voilà, ça a été... et puis après, voilà, en fait, j'ai compris que... Enfin, je savais que je faisais un film sur la famille, mais après, j'ai compris que je faisais un film sur les acteurs et sur les actrices, et puis sur le cinéma en général. Donc voilà, il y a plusieurs étapes comme ça, et je pense qu'une des étapes fondamentales dans l'écriture, ça a été quand je me suis dit, quand je me suis autorisé cette idée un peu saugrenue au départ, qu'il n'y aurait que des femmes dans le film, que même les figurants ne seraient que des figurantes, et qu'il n'y avait que vraiment cette figure du patriarche, et puis ces deux un peu nulos à la fin, les deux mecs qui arriveraient, voilà, qui jouent les flics. Et à partir du moment où j'ai décidé voilà, qu'il n'y avait que des femmes, que c'était si irréel, que c'est là que je me suis vraiment autorisé à aller très très loin de la réalité, en fait, quoi, et de pousser les situations vraiment de manière un peu extrême. Voilà. Non, c'est vrai que tu vas assez loin quand même dans ce que tu essaies de vouloir raconter dans le film, parce que tu nous parles quand même de transfuge de classe, tu nous parles tu en parlais toi-même, et tu parles de quelqu'un qui veut se sortir de sa condition sociale. Et en l'occurrence, le personnage de Laure Calamy, elle est prête à tout pour changer dès le premier plan, dans les vestiaires, à l'entrée, elle se dit, il faut que je m'en sorte à tout prix. Ouais, parce que je trouvais que c'était intéressant d'aborder en fait la question de la famille à travers deux prismes, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui n'en a pas et qui rêve vraiment d'en avoir une, et puis ceux qui en ont et qui ont vraiment envie de la quitter, ou en tous les cas de la massacrer. Et je trouvais que cette opposition c'était intéressant, parce que je crois que j'ai l'impression que tous les gens que je connais, il y a, alors sans que ce soit des situations aussi extrêmes, mais que c'est fréquent en fait, c'est ce besoin. Et puis moi j'aime bien, voilà, la violence. Oui, la violence, de toute façon, oui, ouais. oui. La violence en général dans la vie, mais la violence dans les familles, c'est vrai qu'elle est, elle est souvent présente quand même. Mais je trouvais que c'était un personnage moi qui m'intéressait parce que
on comprend évidemment, bah forcément, ces gens ont de l'argent et tout ça, donc que c'est plus confortable, mais que c'est vraiment pas du tout la question de l'argent qui l'anime, que c'est vraiment quelqu'un voilà, qui a ce point commun d'ailleurs avec tous les autres personnages du film, c'est-à-dire d'être profondément seul en fait, quoi, d'avoir le cœur quand même un peu sec et qui a envie d'amour. Même le personnage de George qui a l'air aussi terrifiante, la sœur. Au fond, même, parce que c'est un personnage en plus qui revient dans la famille, on comprend qu'elle revient après avoir été vivre très longtemps à l'étranger. On sent bien qu'elle reprend les rênes de la société après l'attaque du père, mais que, évidemment, qu'elle a envie de prouver des choses et tout ça, mais que, en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'avait construit avec Doria aussi. C'est que la seule chose qu'elle aimerait, c'est quand même au moins une reconnaissance ou juste un bisou ou un câlin, voilà. Et ce qui n'arrive pas dans cette famille, c'est des gens, c'est sûr, qui n'arrivent pas du tout à se dire je t'aime. Je sais pas s'ils ont déjà essayé d'ailleurs, mais en tous les cas, au moment où on entre dans le film, c'est mal parti. Et puis aussi, enfin, je pense que là, tu étais servi par enfin, des actrices, mais un acteur, enfin Jacques Weber bien sûr, mais des actrices, mais qui te donnent tout. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec des actrices, mais qui sont mais hyper heureuses d'être là, quoi. On les sent, que ce soit de Doria Tillier, avec un vraiment Dominique Blanc qui est absolument mais incroyable. Je sais pas. Enfin, comment tu t'avais formé ton casting avant de non avant de Non, faire le ça s'est film fait au ou... fur et à mesure. C'est au moment, en fait, la première personne qui nous a dit oui, c'était Laure, qu'elle a mis. Donc c'est à partir de ce oui-là qui nous permettait quand même là vraiment de pouvoir commencer vraiment à financer le film sérieusement, de construire une famille autour de ce personnage-là. Et je trouvais que c'était intéressant justement puisque pour moi la famille, et bon, vous l'avez compris que j'ai pas forcément une vision très optimiste de la famille, mais que on est voilà, des gens qui a priori n'ont rien à voir, peut-être simplement d'avoir un sang ou un nom en commun, et que je trouvais intéressant d'aller chercher des acteurs et des actrices qui venaient d'horizons très différents, et de voir ce que ça allait donner, parce que même de manière métaphorique, ce que ça racontait, même aussi sur la famille. Et voilà, donc c'était comment ça allait se passer. J'apprenais un peu quand même d'avoir toutes ces personnalités fortes. Et puis c'est passé quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé, c'est-à-dire qu'il y a eu une pandémie. Et donc le tournage a été décalé de 6 mois. Et bizarrement, en fait, pour nous, ça a été presque une chance. Ça a été une grosse source d'angoisse quand même, évidemment, comme tout le monde, mais une chance parce que déjà j'ai eu plus de temps pour travailler avec les acteurs qui ne travaillaient pas. Et quand on a eu l'autorisation de tourner, à un moment où on redevenait un tout petit peu essentiel. En fait, nous, vu que c'était un huis clos, qu'il y avait très peu de figuration à part dans l'usine et puis à l'enterrement, en fait, du coup, on a loué des maisons pour être tous ensemble. En fait, on a été tous confinés ensemble. Et du coup, ce qui nous a permis de revivre une vie à peu près normale à cette époque. Là, on a tourné en mars de l'année dernière. Euh, et puis, du coup, je crois que sur la solidarité, enfin, forcément, enfin, avec ces personnalités-là, il aurait pu être possible qu'il y ait quelqu'un qui veuille tirer un peu la couverture à elle ou à lui, peu importe. Mais et puis ça s'est pas passé parce que notamment sur Jacques et sur Dominique, eux qui faisaient plus trop de cinéma et qui jouaient qu'au théâtre, eux, ça faisait vraiment un an jour pour jour qu'ils n'avaient pas joué du tout. Donc il y avait un truc d'exaltation, de retourner au cinéma, de retravailler sur un film avec une équipe plutôt jeune. Et en fait, voilà, ça a été une énergie. Et puis ce qui était intéressant pour eux, je pense que c'était aussi une des raisons pour lesquelles ils ont accepté de faire le film, c'était que je leur avais proposé des rôles où chacun était quand même un peu déplacé. On n'avait jamais vraiment vu Laure comme ça. Dominique, ça c'est sûr que non. Doria aussi. Donc il y avait une vraie jubilation, je crois, pour eux. À fabriquer ensemble cette famille, ces personnages. Et c'était beau d'ailleurs parce que quand on fait une longue scène voilà, dans la maison, par exemple, il y a aussi des moments où une actrice, je sais pas, Doria ou Laure, sont pas dans le plan. Donc généralement les acteurs, les actrices retournent en loge ou voilà, ou vont bouquiner ou j'en sais rien, ou être sur leur téléphone. Et là en fait tout le monde restait. C'est ça, ça c'était hyper fort parce que Une famille, quoi.
Ouais, une famille, mais surtout en fait on s'amusait tellement que, parce que le film est sombre et tout ça, quoi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup ri et on s'est beaucoup amusé à le fabriquer, tout était tellement excessif dans le film que tout le monde restait sur le plateau pour regarder comment Dominique allait interpréter ça. Enfin voilà, c'était en vrai surtout Dominique d'ailleurs qui centralisait toutes les attentions et les grandes joies. Et puisque en plus d'avoir aussi, j'ai toujours eu la chance dans mes 3 films d'avoir des acteurs assez incroyable. Oui, Euh, Laurent Lafitte, Marina Foïs. oui, donc Ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose quand on tourne, d'avoir des acteurs aussi impliqués aussi, fait que bah, dès les premières prises, ça joue en fait, ça joue, donc on perd pas de temps. Et là même à plusieurs moments sur ce tournage-là, on avait même le temps encore de refaire d'autres prises pour pouvoir improviser aussi, pour se faire plaisir, se surprendre, qu'elles-mêmes, tout ensemble, se surprennent. Il y a un truc d'ailleurs qu'on a gardé quand Dominique achète son couteau de cuisine sur le téléachat. Enfin, là, c'était vraiment, je crois, c'était la dernière ou l'avant-dernière prise où là, je lui dis, bon, bah, tu racontes ce que tu veux. Et là, elle est partie dans son délire sur l'acier allemand, voilà, comme dans la roue et tout ça. Et ça Elle est géniale, hein. et qui Ah était ouais. vraiment une création sur le moment, parce que Ouais, Dominique, en fait, elle a tellement pas eu de rôle ouais. vraiment comique dans sa Bah vie, en non, fait, non, non. que là, elle s'en est Ouais. vraiment donnée à cœur joie. Mm. Merci beaucoup. Vous avez certainement des questions pour Sébastien. N'hésitez pas parce que. Le personnage de Jacques Weber n'est pas évident de rentrer, parce que finalement on a l'impression que c'est l'essentiel des personnages en fait, ce sont des personnages femmes, et Jacques Weber arrive là-dedans. C'est pas si évident peut-être. Oh bah lui, il était très content d'être le seul coq au milieu. Non, mais c'est vrai que Jacques, en plus, vraiment, c'était assez incroyable de travailler avec lui. Déjà, il a été très généreux, enfin, vraiment, qui m'autorise aussi à le filmer comme ça, presque nu, Ah enfin, oui, de oui. filmer son corps aussi. La Qu'il départ. soit. Ils ont tous accepté de jouer des personnages assez monstrueux, quand même, peut-être lui plus particulièrement. Euh, mais je crois que lui aussi, c'était, comment dire, c'était un défi aussi pour lui de se remettre en question comme ça et d'accepter aussi bah, le vieillissement de son corps. Euh, mais je crois aussi que ça faisait partie des raisons pour lesquelles il a accepté ce film. C'est-à-dire quand on a fait les essais costumes, vraiment, il tenait à ce que ce soit le slip le plus moche. Et c'était une scène qu'il redoutait un peu, mais en fait, vu on l'avait mis genre après 3 semaines de tournage, on se connaissait déjà tous bien. C'est évidemment pas une scène que j'ai mis le premier jour. Et c'était vraiment tous les jours, il arrivait sur le plateau. Bon, alors la scène du slip, c'est dans combien de jours? Et donc, il y a. Bon, c'est une blague vraiment nulle, mais donc dans le film, quand il y a l'écran qui est découpé comme ça s'appelle des split screens. Et donc, il disait, ça va être la scène du slip screen. Voilà. Donc, c'était vraiment pathétique. Mais ça, c'était fort. Ça, j'étais heureux. Parce que le film est aussi à proposer à toutes ces femmes et à cet homme-là aussi. J'avais vraiment envie de filmer tout leur corps aussi, tous ces corps de femmes différents de tous les âges, de toutes les corpulences aussi dans le premier plan du film, dans le vestiaire par exemple. Donc j'avais aussi envie, ça c'était une des indications communes que je leur avais tous données, c'est-à-dire, bon, vous faites ce que vous voulez de ça, mais vous faites partie d'une même famille, mais pensez toujours potentiellement que tout le monde pourrait coucher avec tout le monde. Donc, et c'est là où il y a justement ce truc un peu de sensualité, de sexualité un peu vénéneuse. Là, on est vraiment dans ton cinéma depuis le début, Ouais, d'ailleurs. Oui. J'ai juste envie qu'ils couchent tous ensemble. Non, mais en fait. voilà. Non, mais c'est vrai que c'est tout ce qui parcourt ton œuvre jusqu'à présent, justement, c'est le côté vénéneux et l'observation comme ça, très finaude, entre un Chabrol encore plus vénéneux de chez vénéneux. Parce on peut penser aussi, on pourrait penser à Chabrol, on pourrait penser à ces cinéastes-là, dans cette manière d'appréhender la société française à chaque fois dans tous tes films. Bah moi, Chabrol, j'y pense beaucoup parce que c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Mais c'est intéressant parce que j'en parlais pas mal ces derniers temps et forcément, on pense à Chabrol dans mes 3 films, celui-là en particulier, parce que voilà, Chabrol a été
quelqu'un qui a scruté, qui a sondé la bourgeoisie française de province, donc forcément qu'il y a des liens. Mais bizarrement, Chabrol, en fait, à part dans La Cérémonie, qui est vraiment un de mes films préférés du monde, l'histoire, enfin finalement la question de lutte des classes et tout ça, en fait, elle parcourt pas tant son œuvre que ça. Mais en tous les cas, sur la bourgeoisie et sur des personnages ambigus, moi j'ai toujours aimé Chabrol aussi, je crois, depuis vraiment, je suis peut-être ado, un truc comme ça. Déjà parce que je trouvais que c'était peut-être un des seuls réalisateurs qui, derrière cette analyse très fine de la société française, était sûrement un des grands metteurs en scène de films de genre, parce que c'est toujours des suspens, des thrillers, il y a toujours des meurtres aussi. Et je crois aussi que c'était un des seuls réalisateurs qui très vite a donné des rôles à des actrices et leur écrivait des rôles de femmes hyper puissantes, en fait, quoi, aussi bien dangereuses que des femmes amoureuses et tout ça. Et en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Et je trouvais qu'il voilà, il dirigeait ces comédiennes de manière extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que le personnage de Laure s'appelle Stéphane, parce que je pensais à Stéphane Audran. Voilà. Oui, on aurait bien vu Bernadette Lafont, je trouve, jouer dans ton film aussi, si elle avait été encore vivante, bien sûr. Et d'autres questions pour Sébastien parce que... Je voudrais savoir comment vous avez trouvé un lieu de tournage qui vous convienne et comment vous avez pensé les décors, la richesse des décors. Alors, quand j'ai écrit la première version du scénario, c'était un peu flou, quoi. C'était vague, on va dire. C'était une villa type Riviera Méditerranée, quoi. Et le hasard a fait que j'ai pu visiter cette maison. Et c'est vrai que quand on visite cette maison qui ne ressemble à aucune autre, je me suis dit mais c'est vraiment ça dont j'ai besoin pour le film. C'est à la fois grandiloquent, très hollywoodien, incroyablement stupéfiant et en même temps d'une grande laideur aussi. Il fallait quelque chose de kitsch aussi dans cette maison. Et on avait vraiment l'impression qu'il y avait des secrets et des fantômes un peu partout, quoi. Et je me disais, c'est intéressant parce que de l'extérieur, je trouvais qu'elle représentait vraiment la richesse très ostentatoire de Serge, et qu'à l'intérieur, elle était vraiment un peu monstrueuse comme Louise. Donc ça, du coup, il a fallu... C'était un décor qui était cher, donc il a fallu un peu... J'étais pas sûr de pouvoir tourner dedans. Donc, une fois que ça a été le cas, je suis retourné plusieurs fois dans cette maison pour... avec toute mon équipe pour la mesurer, la filmer, enfin voilà, pour penser à toute la déco et tout ça. Et donc ça, j'ai revisité la maison la dernière fois pendant le 3e confinement. Et là, j'avais déjà rencontré le propriétaire de la maison. Et là, j'ai découvert en fait qu'il s'était confiné là-bas, puisque évidemment c'est une résidence secondaire. Hein, et en fait, dans cette maison qui fait 4000 mètres carrés au sol, il était seul avec sa fille. Et en fait, il y avait quelque chose de... Je trouvais qu'il racontait complètement le film, en fait. C'est-à-dire que sa fille faisait ses devoirs dans la pièce où Doria joue du piano. Puis lui, il était à l'étage, donc il se parlait par téléphone interposé et tout ça. Et puis, il y a 6 personnes quand même qui travaillent là-dedans, des jardiniers et tout ça. Il y avait déjà un truc quand même de solitude et de dinguerie quand même, parce que ce type qui travaille dans la Silicon Valley a décidé d'acheter cette maison. Déjà, je trouvais que c'était quand même un délire, quoi, parce qu'il est rentré dans cette maison, il a vu l'escalier, il a dit c'est vraiment ça que je veux acheter, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc je trouvais ça étonnant. Et bon, bref, donc ça, on a trouvé le décor. Et bon, bah voilà, c'était décoré, c'était très design, c'était pas le film. Donc il a fallu tout retirer. Et il a fallu donc la remplir. Parce que, évidemment, en plus, avec la maladie de Louise, c'était pas simple. Donc tout était fermé. En plus, avec tous ces confinements, donc il fallait trouver tous ces objets, tout ça. Et. Donc voilà, on a fait tous les Emmaüs, enfin, tous ces trucs un peu pour la remplir, un peu type brocante, quoi. Et parce que cette maison, je savais, parce que donc à la fois le film il a un peu inspiré l'histoire de ma mère sur le début, mais le personnage de Louise, je la connais vraiment. C'est-à-dire que c'est la mère d'une amie à moi, mais la mère de mon amie est beaucoup plus folle que Louise. Et elle a 8 maisons. Donc qui sont pleines, et quand la 7e a été pleine, ben, on a acheté une 8e pour la remplir. Donc c'est vraiment des sommes astronomiques et tout ça. Et donc voilà, je suis parti, je sais plus pourquoi je vous racontais ça, mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc avec mon chef déco et toute l'équipe, il y avait quand même presque une vingtaine de personnes à la déco, parce que c'était un des chantiers les plus impressionnants du film. On s'est dit, par rapport à moi, ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu dans les maisons de la mère de ma copine, on pouvait même presque plus passer, c'était un
labyrinthe de choses, quoi. Donc on savait qu'on ne pourrait pas faire ça parce que c'était des collections de toute une vie, quoi. Donc on a essayé d'imaginer, voilà, quelque chose qui ressemblait un peu à un tombeau, enfin quelque chose un peu un mausolée comme ça. Tu sais, moi j'ai pensé au film avec Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Tu sais, où Elizabeth Taylor, elle est complètement perturbée. Non, Une place au soleil. Voilà. ouais, Voilà. ouais. Et il y a Alors, nous, c'était pas la maison référence, mais, très particulière dans le film. Nous, on a beaucoup Vraiment, pensé à Sunset Boulevard, en fait, ouais. tu vois, sur le Sunset côté avec, très décrépit, ouais. qui allait un peu tomber en ruine. Donc voilà, il a fallu remplir la maison. Moi, je voulais dès le départ pas mal d'animaux empaillés, parce que je trouvais que ça racontait vraiment ces personnages. Et puis là, mon équipe déco, pareil, a fait un devis, parce qu'on peut louer des animaux comme ça chez des grandes maisons de taxidermie et tout ça. Et là, on a eu un devis de 60 000 €, donc on s'est dit, bon, ça, on n'a pas du tout l'argent pour. Et là, j'ai eu un tout petit éclair de génie à ce moment-là, où j'ai dit à mon équipe, tout est fermé, tous les musées sont fermés, c'est sûr qu'à Toulon, on tourne à côté de Toulon, il y a un musée d'histoire naturelle, appelez-les. Et ils les ont appelés, et le lendemain, ils nous ont tout prêté. Donc ça, c'était quand même assez beau, et du coup... le type qui nous a prêté tout ça est venu voir le film à Toulon il y a 15 jours maintenant, et il nous a dit qu'il était hyper ému de voir ces animaux, et que dès qu'il passait dans son musée maintenant, il s'arrêtait de temps en temps regarder ces stars de cinéma. Et donc ça, c'était super. Donc ça, le Covid, c'était encore intéressant, ça nous avait aidé là-dessus. Mais le plus gros chantier sur le décor, ce qui a été le plus compliqué, c'était les cassettes vidéo. Parce que, en fait, on n'en trouve plus vraiment. Et là, j'avoue, je suis pas un réalisateur très capricieux, mais là, j'ai vraiment eu honte un peu de moi quand même tout, parce que j'arrive 10 jours avant une semaine avant le tournage dans le décor, et donc Damien Rondeau, le chef déco, me fait visiter toute la maison. Voilà, je suis là, c'est trop beau, c'est hallucinant et tout. Et on arrive dans l'antre de la bête, donc dans la chambre de Louise, et je vois ce mur de cassette. Je me dis, ah, vous en avez quand même trouvé 2000, c'est super et tout ça, mais ça va pas. Parce qu'en fait, il y avait sur toutes les cassettes, il y avait toutes les étiquettes arrachées, il y avait les nuls, Titanic, j'en sais rien, enfin tous les trucs. Je dis, ça, c'est pas Louise. Donc il faut refaire toutes les étiquettes. Et là, ils m'ont regardé. Il devait pas être très content, ouais. Là, vraiment, j'ai eu honte quand même et tout, mais du coup, on a embauché 3 stagiaires qui ont fait pendant 4 jours des étiquettes. Mais en même temps, ça devait raconter cette Louise qui forcément les écrivait à la main de manière totalement obsessionnelle, quoi. Et puis du coup, c'est beau à l'écran aussi. Oui, quoi. ça m'est revenu, c'est pas une place au soleil, hein. C'est Soudain l'été dernier. Et puis c'est le personnage de Catherine Hepburn, d'ailleurs, qui est complètement, qui a perdu son fils dans des raisons un peu mystérieuses, et qui fait penser un peu au personnage de Dominique Blanc, d'ailleurs, à un moment donné, dans cette maison quand même qui est très obsessionnelle, quoi, qui renferme tout, toute la psychose, enfin, il y a quelque chose de très fort. Et c'est vrai que la déco dans ton film, du coup, est hyper réussie, parce que dès qu'on est dans la pièce où il y a, on découvre Dominique Blanc qui est là, qui arrive avec une tenue très particulière en nuisette, mais très particulière, avec un charisme mais incroyable, et cette déco de maison complètement sous cloche. Ça fonctionne hyper bien. Donc ça veut dire que vraiment là, ils ont fait vraiment. Oui, vous avez fait tous un travail de déco assez incroyable. Là, c'était intéressant à travailler parce que la déco, comme les costumes aussi, ils prenaient en charge le psyché de chaque personnage aussi. C'est-à-dire que, évidemment, la maison, elle raconte la déliquescence aussi d'un monde, en fait, quoi, de cette fin à la fois du patriarcat que raconte le film, mais aussi de la fin. Ça, c'est un des sujets du film hyper important, parce que là, c'est ce que tu as voulu. Enfin, il y a une partie très sociétale, mais aussi sur le patriarcat dans ton film. Il y a quelque chose de fort là-dessus. Oui, c'est pas parce que, enfin, en tous les cas, moi, c'était des questions qui m'interpellent et qui sont importantes pour moi depuis longtemps. Et c'est pas parce que, voilà, d'un seul coup, je décidais de faire un film extrêmement théâtral, baroque et excessif que on devait être déconnecté aussi, en tous les cas, déjà du monde, mais aussi de la vision que j'en avais, de ce que j'avais envie de raconter dans la famille. Parce que moi, en tout cas, la figure, pas de mon père, mais la figure centrale du grand-père avait des milliards de secrets et était terrifiante, et je pense qu'il y en a dans beaucoup de familles, et vraiment terrifiante au premier degré, où il aimait nous terroriser, et il y avait
Mais je trouvais que ça raconte, c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Jacques, quand j'ai imaginé le fait qu'il avait eu cette espèce d'accident cérébral et tout ça, de jouer avec cette main comme ça qui l'handicapait. Pour lui, ça l'aidait beaucoup à comprendre aussi que ça racontait aussi effectivement la fin, l'écroulement d'un monde, et que c'était à ce moment-là, sûrement c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la société aujourd'hui, où les femmes, alors évidemment pas de cette manière comme dans le film, mais pouvaient aussi recréer quelque chose qui avait à voir avec la sororité, avec l'entraide comme ça. Merci beaucoup. D'autres questions pour Sébastien? Ça m'intéresserait que vous parliez un petit peu du frère. Ah oui, Frédéric. Oui, le frère. Bah, Frédéric, comme vous l'avez compris déjà, Serge ne voulait pas de fille, hein, voilà. Donc il leur a donné des prénoms épicènes, mais quand même à forte consonance masculine. Et en fait, chacun peut se raconter un peu ce qu'il veut, mais après moi je me raconte mon histoire aussi. Moi je crois Louise, je crois pas Serge. C'est-à-dire que Serge, le fait que son fils, en étant homo et surtout en étant parti, c'est-à-dire vraiment en ne voulant pas lui succéder, en fait, préfère penser qu'il est mort, en fait, quoi. Après, je donne pas de solution non plus, quoi. Il y a des gens qui me disent, oh, on aurait aimé qu'il arrive à la fin, et du coup, j'ai un journaliste qui m'a demandé, mais en fait, il pensait que Laure était Frédéric qui avait changé de sexe. J'ai dit, On est chez Almodovar, là. Voilà, c'est ça. Mais j'avais plus de place, il y a déjà 25 femmes dans le film, donc... Mais voilà, je crois que j'aimerais bien faire un film sur lui maintenant, en fait, quoi, parce que qu'est-ce qui est devenu, comment on se construit en quittant. Moi, je me trouvais un peu bizarrement, en fait, il y avait quelque chose de ce personnage de absent de Frédéric auquel je m'identifiais beaucoup, et en même temps, le personnage auquel je m'identifiais, c'était le personnage de Jeanne, la petite fille, parce que même si c'est un petit rôle, elle est tout le temps là. Elle regarde, elle observe, et elle est encore là, mais elle pense qu'à partir. Moi, je voulais devenir cinéaste, elle a envie d'être photographe, un rapport à l'image comme ça, quand même d'enregistrer toutes ces choses. Et moi, j'arrêtais pas de filmer mes grands-mères qui étaient vraiment cinglées, et dans en même temps, tout ce qu'elles avaient de beau aussi, en fait, quoi. Et c'était un personnage, et voilà, je trouvais que c'était un peu ma place à moi dans cette famille, c'est-à-dire que j'étais très observateur. Alors, pas du tout, c'est pas du tout ma famille, hein, que ce soit très clair, mais j'ai tué mon propre frère. Mais en tous les cas, ce que je trouvais intéressant dans ce personnage, c'était que finalement personne ne s'intéresse vraiment à elle, et le seul moment en fait où il y a un vrai dialogue avec Laure, là je décide justement de la filmer pendant 2 minutes sans couper, vraiment la regarder, qu'est-ce qu'elle a à dire, et le scénario sûrement qu'il était écrit pour les dialogues qu'elle a, c'est-à-dire la famille c'est un poison qu'on a dans le sang, et c'était de faire converger tout le script un peu vers cette tirade. Et ça fait les plus beaux films en général, parce que ça inspire beaucoup les cinéastes en tous les cas, la famille, hein, mais ça c'est un sujet inépuisable. Alors c'est vrai que il y a toujours, enfin je vois sur le générique de fin là, il y a un duo avec la chanteuse Fishback. Dans tous tes films, il y a toujours une part musicale assez forte, hein. Je me souviens, lors de la sortie, tu avais travaillé avec un groupe qui s'appelait Zombie Zombie, qui était voilà, puis là il y a toujours quelque chose. Enfin, la musique pour toi c'est très important. Enfin là, en tout cas, cette vision un peu de finaliser un film avec une chanson, quelque chose. Moi j'adore de toute façon cette manière de terminer le film. Sur celui-là, c'est vrai que vu que je faisais un film sur le cinéma et que je m'autorisais plein de trucs, en fait je me suis dit j'ai envie de renouer même avec ce petit plaisir désuet de la chanson originale de fin, de générique. Et moi j'adore la fabrication d'un film vraiment de A à Z, mais c'est vrai que le montage c'est un moment qui est dur, vraiment physiquement, mentalement et tout ça. Donc à partir du moment où j'arrive à la partie sonore, c'est quelque chose en plus qui donne tellement d'ampleur aux images, en fait, quoi, tout le travail du son, que c'est un moment où je sens que je revis un peu, en fait. Donc voilà, c'est à la fois de travailler avec les compositeurs du film, le mixeur, l'ingénieur du son. Après, voilà, l'ingénieur du son, le mixage. C'était la première fois, là, du coup, que j'enregistrais aussi des cordes. Enfin, j'essaye de, quand je pense mes films aussi, puis plus j'avance en expérience et en âge malheureusement, quoi, mais
toujours d'essayer de renouer, d'être connecté avec moi, mes plaisirs de spectateur, enfant, mais surtout adolescent. Je pense que tous les réalisateurs essayent de représenter de retrouver une émotion en fait qui leur a fait qui leur a donné envie de faire du cinéma, sûrement quoi. Donc tout ce travail voilà sonore avec plein de couches de sound design comme ça, des trucs sur les musiciens. Là, c'était la première fois que je pouvais travailler comme ça. C'est un musicien québécois que j'aime beaucoup, qui est un chanteur qui s'appelle Pierre Lapointe, avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Et en fait, étant donné que tout a été, comme je vous disais tout à l'heure, décalé avec le Covid, le tournage, en fait c'est la première fois que j'ai pu travailler autant en amont avec le musicien, si bien que sur le tournage, j'avais à peu près 80% des maquettes déjà qui étaient arrivées. Donc ça, je pouvais même le faire écouter un peu à mes chefs de poste, à mon chef opérateur, et puis même quand je regardais les images, les rushs le soir, je pouvais déjà mettre la musique que je pensais à ce moment-là, donc ça c'était un luxe que je ne suis pas prêt de revivre, donc dont j'ai vraiment profité. Et puis aux musiciens, voilà, sur ce film-là, c'était intéressant, j'aurais donné, voilà, c'était comme un truc un peu opératique, je voulais vraiment 3 actes, je voulais que le film commence comme une répétition d'orchestre qu'on entend sur le premier plan, c'est-à-dire un peu tous les instruments qui s'accordent, puis de partir voilà, sur un premier acte qui serait plus un peu de la musique d'ambiance pour commencer à mettre une certaine tension, et puis à partir du moment où on découvre que Stéphane n'est pas Stéphane, là d'aller vraiment dans mes émotions moi de mon enfance, des années 80, donc de repartir sur des synthés qui étaient très liés à John Carpenter, un réalisateur que j'adore, et puis de jouer, le film il était aussi avec la musique, mais même dans son entièreté, une sorte d'hommage aussi à tous ces films des années plutôt 90. Alors là, on y arrive, vraiment. Voilà. Sur les films, justement, de mon adolescence, où il y a eu tout un moment aux États-Unis où il y a eu une vague comme ça de thrillers un peu érotiques avec des personnages féminins hyper forts, type Basic Instinct, JF Partage l'appartement, La Séduction, même Fatal Attraction et tout ça. Film, ouais. Oui, des films, des fois, dont la films morale genre, est plutôt voilà, douteuse, mais en tout cas... populaire, intéressant. Ouais. Et en même temps, où il y avait quelque chose, c'était assez bizarre, c'est-à-dire qu'en plus moi j'étais ado, donc d'un seul coup, c'était un peu sexy quand même, et donc ça me provoquait des émotions, et puis du coup c'était à la fois, c'était ce qu'on appelait à l'époque, donc il n'y avait pas eu MeToo encore, des films de garces et de salopes, et à la fois donc du coup c'était des films où quand même les réalisateurs tous masculins se rinçaient un peu l'œil, et à la fois ils donnaient des rôles vachement forts en fait et ambigus et puissants à des femmes. Donc ça c'est vraiment un truc que j'avais en tête, et on a un peu travaillé sur cette ambiance-là musicale et sonore. Et puis à partir du moment où le film épouse vraiment le point de vue de la vraie Stéphane, jouée par Suzanne Clément, là où vraiment le film bascule vers la tragédie, vers le mélo, j'avais demandé, là je voulais vraiment un truc très hollywoodien, c'est-à-dire avec un déluge de cordes en fait, et d'y aller vraiment à fond quoi. Et toute la partie sonore, je l'ai créée à Montréal, où je suis parti travailler plusieurs mois. Et ouais, c'était la première fois que je travaillais avec un orchestre, et ça c'était là aussi un peu un rêve de gosse quoi. Je voulais juste une petite question. Ouais. Alors, la réflexion de Serge sur les Juifs. Oui. Comment vous avez réagi dans la salle? Oui, non, c'est ça. En fait, déjà dans mon précédent film, il y avait cette question-là. Je pouvais pas, en fait c'est assez bizarre parce que les gens sont surpris que même je me sois autorisé à l'écrire. C'est très bizarre en fait quoi. Bon, évidemment vous imaginez bien que je ne partage pas du tout le point de vue de Serge. S'il y a des gens qui ont adoré Serge à ce moment-là, j'y suis pour rien. Mais faire un film vraiment, c'est même plus que la bourgeoisie, sur l'aristocratie française, sur justement ce que je disais un peu fin de race, on va dire, que j'ai pu connaître et fréquenter à des moments aussi, pas par envie, mais la question de l'antisémitisme, elle est encore très forte et très présente. Et en plus, c'est vrai que je m'amuse au début à citer Pasqua, machin, enfin, toute cette, pour moi, en tous les cas, de vieille droite réactionnaire et embourbée dans les histoires de fric. Il n'y a pas besoin d'aller loin, hein. Non, il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, alors sans dire que du tout Tibéri et Pasqua est antisémite, j'en ai aucune idée, mais
c'est quelque chose qui existe très clairement encore aujourd'hui. Et je trouvais que c'était un moment en fait où on commençait déjà à trouver Serge un peu bizarre quand même, quoi. Et que pour ceux qui n'étaient pas antisémites comme spectateurs, c'était quand même le moment où on le perdait quand même. Et j'aime bien quand même cette idée aussi, malgré tout, que le personnage de Laure, qui n'a aucune morale quand même dans la vie, que ça quand même ça la choque un peu. Et que là, bon quand même, mais ce type de bonhomme comme ça, oui, je trouvais que c'était important, mais c'est... Et il y a certains pays qui m'ont demandé de l'enlever. Ah oui. Ah là. Après, en fait, là, en vrai, d'ailleurs, plus aucun pays m'a demandé de l'enlever. Mais gens qui ont acheté le film. Ouais, qui l'avaient préacheté. Ça, même sur nos coproducteurs québécois, par exemple, ça les angoissait beaucoup. Donc j'ai même fait au tournage une version sans. Mais je trouvais que c'était important de raconter cette France qui existe aussi. Et maintenant que le film est, dès que le film a été monté, c'était une des premières choses, je dois l'avouer, qu'on a dû faire valider. Et ça a posé plus de questions, en fait, parce que Serge est quand même un affreux bonhomme, quand même, quoi. Donc, il n'y avait plus aucune ambiguïté. Mais en même temps, c'est intéressant de voir, quand même, sur certaines projections auxquelles j'ai assisté, l'effroi et les rires des spectateurs à ce moment-là, parce qu'il y a un truc qui est trop, en fait, quoi. Et je trouve ça intéressant, effectivement, que des journalistes m'aient demandé comment même est-ce que vous avez, enfin, tout en disant, enfin, en trouvant que c'était bien de le faire, mais que c'est quelque chose qu'on n'a même plus le droit de faire, de dire dans un film, de faire dire à un personnage, qu'on soit un peu autorisé à le faire quand même. Et voilà, c'est des fois quand on fait des débats et qu'il y a Jacques Weber qui dit j'aime beaucoup mon personnage, je lui fais bon, il n'y a pas tout qui est bien non plus. Hein. Oui, mais on peut se demander que tu vois qu'il y a des films comme Le journal d'une femme de chambre de Buñuel. On pourrait se demander aujourd'hui, tu vois, s'il y a des choses, enfin des choses qui seraient possibles. Il y a une version là récente de Benoît Jacot, mais qui était mauvaise justement parce que ça a été complètement édulcoré. Toute cette partie de l'action française. Et qui est dans le film le film de Buñuel, le film initial, où il y avait justement ce type qui aurait pu être le propriétaire de la maison, qui aurait pu être le personnage joué par Jacques Weber, qui était tout à fait fier de parler de l'action française. Et voilà, peut-être qu'en effet là ça poserait d'autres problèmes aujourd'hui. On sait de toute façon très bien qu'il y a plein de films qu'on aime d'une certaine époque et qui pourraient plus être faits de toute façon aujourd'hui. Voilà. Déjà, en vrai, il faut aussi replacer dans le contexte là aussi que sur mes films qui épousent quand même souvent comment dire, enfin, que les personnages principaux soient quand même déjà des gens limites, qu'on soit plutôt du côté des méchants, on va dire, si on doit résumer de manière très binaire, c'est pas simple déjà à produire en fait, quoi. Donc c'est déjà comment dire, on aimerait parfois aller plus loin aussi, mais c'est déjà une victoire en soi, qu'on puisse encore faire un film. Je me rappelle très bien, je ne sais pas si des gens ont vu mon premier film Irréprochable avec Marina Foïs, c'est qui était une femme, une petite cinquantaine, qui était dangereuse même. Dangereuse, Et on m'avait dit comme ça, enfin, des financeurs de télé classiques qu'on était allés voir, et nous avaient dit que c'était vraiment hyper bien écrit, mais si vous étiez du point de vue de la jeune qu'elle harcèle, on vous aiderait. Mais ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, ce qui est en train de changer beaucoup, c'est qu'avec l'épanouissement mondialisé des séries, où les spectateurs en fait sont très avides aussi de personnages complexes. D'ailleurs, parfois, c'est presque une caricature, tellement les personnages peuvent être sombres parfois dans les séries. Mais que du coup, les spectateurs, en vrai, ils ont toujours été prêts pour ça. Ils ont toujours adoré les méchants et les salauds, d'ailleurs, dans les films. Mais sauf que les financeurs n'avaient pas envie de ça. Les choses changent un peu, ça c'est intéressant. Oui, il y a même une dominante dans les... Oui, dans les films. C'est vrai que parfois dans les séries... Mais voilà, dans les séries, il y a parfois un excès de ça. Mais je trouve que dans les films, je pense que ça va nous aider.
Ça vaut peut-être pas le coup. Mais Est-ce que vous avez déjà essayé d'étouffer quelqu'un avec un oreiller? Alors, ça m'arrive à peu près toutes les semaines. Non. Et toi, Sylvie, Eh t'as ben, essayé ou pas? vous devez Ouais. savoir, oui, moi j'ai essayé, ça ne marche Ça pas. ne marche pas. Parce qu'on peut respirer Et ça, à travers un c'est oreiller. déteste. Non, mais je dis ça, ça peut être pratique pour certains, c'est vrai. Hein. C'est vrai que ça va pas être évident. Hein. J'ai changé mes plans. Ça va pas être évident. Mais non, mais Ouais. c'est un peu des conventions hein, aussi de cinéma, tout à fait. Il y a plein de choses qui sont pas très réalistes hein, dans le film. Non. C'est totalement assumé. Ce qui m'intéressait de toute façon dans cette scène, parce que c'est quelque chose de toute façon, hein, c'était un peu l'inverse de amour, hein, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là ce qui était intéressant, parce que c'est une scène qu'on a déjà vu plein de fois au cinéma, en fait, quelqu'un qui étouffe une autre personne. Là ce qui était intéressant, c'était que par qui elle était regardée. Non, mais non, en plus, je comprends complètement. Il y a plein de trucs qui sont pas du tout crédibles hein, dans le film. Mais c'est comme un boulevard, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de cette dimension-là aussi, très théâtrale. Mais oui, le truc qu'on a trouvé avec Doria, c'était sûrement la scène la plus difficile à jouer pour Doria. Parce que, à la fois, alors c'était facile. Enfin, c'était facile. Oui, non, en vrai, c'était facile. C'était très technique et tout ça, mais il y avait un truc un peu bizarrement cul aussi à ce moment-là entre les deux, donc ça c'était assez drôle. Mais pour Doria, par contre, c'était plus compliqué parce que quand même, quand on est acteur, on cherche à convoquer des choses, des émotions dont on peut se rappeler. Enfin, bon, là, quand même, assister au propre étouffement de son père et de ne pas réagir, c'était pas facile. Mais je trouve vraiment enfin, déjà, quand j'ai dit tu fermes un tout petit peu cette porte derrière. Et justement, en fait, par exemple, c'est des idées un peu stupides comme ça, mais qui donnent, qui aident vachement les acteurs. Et je trouve que ça donne même une bizarrerie à la scène. C'est-à-dire, je lui ai donné un café. C'est-à-dire qu'elle se retrouve comme une conne pendant toute cette scène, alors que son père est en train de mourir devant elle, avec ce café qu'elle ne sait pas où poser. Et c'est des petits détails hyper réalistes qu'on vit tous, en fait, dans des situations absolument abracadabrantes. En fait, comment on dit? Abracadabrant. Abracabrantesque. Voilà. Quand on vit des trucs comme ça, on se retrouve toujours, je sais pas, on perd une chaussure, je dis n'importe quoi, enfin des choses hyper pragmatiques en fait. Et là, ce qu'elle fait, je trouve vraiment de commencer à répéter en fait un petit peu tout bas comment elle va appeler les infirmières, et puis après il y a le petit bonheur de découvrir que Laure s'est remis sur sa chaise et qu'elle dort à nouveau. Bah ouais. Et là, c'est tout l'art de la mise en scène, c'est de savoir les petits détails, la tasse de café, tout ça qui peut permettre aux acteurs aussi d'être vraiment dans le truc, quoi. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que toi, tu les aides là, tu les Bien sûr. parce que c'est des scènes quand même un peu compliquées. Bah, bien sûr, c'est dur. Ouais. Et c'est de trouver voilà, des petites astuces comme ça, et en même temps aussi ce que je leur avais dit, c'est il y a plein de scènes au sein même d'une scène ou même d'un plan, en fait, faut que le spectateur soit dans une situation où il a envie de rire et en même temps il est très très mal à l'aise, où il est choqué, qu'il soit en tous les cas traversé par plusieurs émotions différentes. C'était sûrement un des maîtres mots dans la fabrication du film. Bonsoir, félicitations pour le film, effectivement c'est super. Je vous laisse connaître la plus forte motivation de Nathalie, s'il vous plaît. Parce que quand elle arrive sur le bateau, elle a déjà une larme qui coule. Et finalement, elle a la même situation que son amoureuse. Ouais. Toutes les deux, elles sont sans père. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est appropriée l'histoire de Stéphane, puisque finalement, elle avait la même? C'est-à-dire, elle avait la même... Là, elle aussi, elle est sans père. Bien sûr, oui, mais sauf qu'elle, elle a pas retrouvé Ouais. Elle n'a pas identifié son vrai père. Bon, d'ailleurs, on ne sait même pas, hein, d'ailleurs, en vrai, si Nathalie a un autre père ou pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle cherche un foyer. On comprend vite fait que c'est quand même une enfant qui vient de la DAS, et que la seule chose qui l'anime, c'est de trouver un foyer, une famille aimante. C'est pour ça que quand on voit quand même que le père est vraiment horrible, qu'elle va se mettre du côté des filles au procès... mais moi je pense que en fait sa motivation elle est uniquement celle-ci, c'est-à-dire que quand on comprend à la fin qu'elle en est même à répéter ce que lui a dit Suzanne Clément avant de se réapproprier complètement son histoire, c'est un peu comme les coucous qui prennent les nids des autres en fait quoi. Donc c'est là je pense à ce moment-là aussi qu'on a la vérité, c'est-à-dire que de sa folie. Et c'est ce qui est triste aussi, c'est-à-dire que ça fait peur,
Et à la fois, c'est tragique parce que c'est quelqu'un qui croit absolument ce qu'elle est en train de faire et dire. Donc, en fait, tous les personnages, mais surtout celui-ci, surtout celui de Laure, en fait, il est absolument au premier degré. Vous voyez, il n'y a pas d'ironie sur elle. Évidemment qu'elle traverse et elle fait des choses absurdes et qui peuvent être drôles parfois, mais que la manière dont Laure l'interprète, c'est-à-dire qu'elle croit absolument à cette histoire. C'est-à-dire que Serge est son père et que l'histoire, au début, j'ai rencontré la copine enfin une copine de maman ou je sais plus qui, dans un magasin de chaussures. C'est une anecdote forcément que Suzanne Clément lui racontait à la prison, en fait, et qu'elle se réapproprie. Voilà, donc en fait, je crois qu'elle n'a qu'une seule motivation, et bizarrement, en fait, c'est quelqu'un aussi, évidemment qu'elle est manipulatrice, mais il n'y a pas de, merde, comment dire, il n'y a pas de plan, c'est pas complètement planifié, en fait, voilà, machiavélique, c'est-à-dire que c'est aussi, d'un seul coup, il y a une occasion, j'y vais, et puis c'est quelqu'un aussi qui arrive aussi à se faire aimer par l'amour qu'elle donne aussi aux gens, c'est-à-dire que nous, il y avait beaucoup plus de choses sur, par exemple, la logeuse, que j'ai coupée, mais la logeuse, c'est chez qui elle vit. C'était une relation hyper bizarre, quoi. Bon, je me disais, le film est suffisamment bizarre, on va pas encore en rajouter, mais en fait, c'est quelqu'un, même avec Leïla, en fait, sa copine à l'usine, c'est sûrement quelqu'un qui apporte aussi des choses aux gens. En fait, elle est folle, tout ce qu'on veut, quoi, mais elle peut être sympa, enfin voilà, elle peut donner de l'amour, et bizarrement, auprès de Georges et de Louise, c'est ce qu'elle apporte aussi, c'est-à-dire c'est comme dans Théorème, c'est un personnage qui arrive comme ça et qui va provoquer un séisme au sein d'une famille, parce que chaque membre de la famille ont besoin d'elle. Moi, si je peux me permettre, c'est vraiment pour te faire un compliment, il y a très peu de films qui savent utiliser le split screen, et dans ton cinéma, ça a un vrai sens. Voilà. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu mal foutu, on veut se référer à telle chose, tel machin. Et il y a très peu de cinéastes qui savent utiliser ce procédé qui est très particulier quand même. Oui, c'est particulier, mais d'ailleurs c'est tombé en désuétude le split screen parce que il était utilisé que de manière décorative, voilà, on va dire. Donc c'est vrai que c'est devenu presque un truc publicitaire. Alors que quand effectivement il est utilisé, c'est une grammaire comme le zoom que j'adore aussi. C'est une grammaire qui est extrêmement visible. Moi j'aime bien la mise en scène qui se voit. Enfin en tout cas que la grammaire raconte quelque chose, donne des sensations et tout. Donc là c'était intéressant effectivement de travailler ces 4 split screens de manière différente, mais en tous les cas qu'elles prennent en charge un truc émotionnel et narratif aussi, sans que ça passe forcément par le scénario, par les dialogues. En tous les cas, c'est hyper intéressant à fabriquer parce que c'est complexe, et surtout ils sont tous, à part quand il y a les 2 vies en parallèle, centrés sur un plan séquence de Laure. Donc en fait ça c'était bizarrement les séquences où il y avait le plus pur effet de cinéma, de grammaire de cinéma, et à la fois pour la fabrication, on était absolument dans quelque chose de théâtral, puisque c'était du plan séquence. C'est très beau, très beau. En tout cas, c'est un vrai plaisir ce film, mais enfin, franchement, on lui souhaite vraiment le meilleur. On voulait te remercier. C'est moi qui vous remercie. Vraiment te remercier. Et puis remercier Étienne, là, qui est au fond, discret, mais qui grâce à lui, on a pu mener c'est les Bookmakers, c'est une société de distribution quand même, qui a distribué une palme d'or mythique maintenant, qui est Parasite, hein, le film de Park Chan-wook, voilà. Donc, oui, donc on est quand même avec toi, on est dans une société quand même qui travaille beaucoup le cinéma entre guillemets de genre, quoi, enfin voilà, et donc c'est quand même on te souhaite vraiment le meilleur pour cette sortie du 5 octobre. Nous, on est très fiers de sortir ce film parce que je pense on a tellement besoin de cinéma qui soit à la fois un cinéma intelligent, divertissant et intelligent, quoi, tout simplement, et du cinéma, quoi, voilà, parce que je pense que les bons films peuvent plaire à des publics tout à fait différents, et ce film, il peut plaire à des publics tout à fait différents, donc n'hésitez pas
si vous avez aimé en parler et peut-être Alors, à venir voir le je film. rajoute quelque chose, moi, si vous avez aimé et que vous en parlez, surtout vous dites pas trop les secrets du film parce que c'est un peu dommage. Ça serait dommage. Et puis si vous n'aimez pas, vous n'en parlez pas. Donc, voilà. Mais alors, le cinéma, c'est quand même un art forain. Et on croit toujours que c'est quelque chose de... Mais ça reste un art forain. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on est presque dans une baraque foraine, là, en train de voir un film, en se disant, bon, bah, on sort du cinéma, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on peut... Non, il faut surtout pas parler de du scénario et de la... Moi, ce que j'aime, tu vois, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime, parce que là, quand même, je viens toujours sur les 10 dernières minutes, pour voir à la fin comment les spectateurs réagissent, c'est-à-dire que, quand même, tout ce que fait Nathalie, on est bien d'accord, est horrible quand même, quoi. Mais vous êtes tous là, oh la pauvre. Et parce qu'en fait, on est quand même en empathie bizarrement avec elle, quoi, et on n'a pas envie qu'elle se fasse prendre, alors qu'évidemment, qu'elle va se faire prendre, parce qu'en plus, elle est vraiment une super... elle est nulle quand même, quoi, je veux dire, de récupérer ce téléphone, elle est quand même... enfin voilà, c'est une erreur de débutante, mais en même temps, en vrai, est-ce qu'elle a vraiment déjà tué beaucoup de personnes? Je ne sais pas. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Rendez-vous le 5 octobre. Hein.